Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à l'atelier et à l'intervention de la DMA France sur les actualités juridiques de la data marketing. Vous avez ici 3 représentants du bureau de la DMA. Je suis moi-même Jonathan Lanoux, vice-président de la DMA France, et nous avons le plaisir d'avoir Nathalie Van-Place, notre secrétaire générale, et Artus de Saint-Seine, également vice-président de la DMA France. Et nous avons prévu aujourd'hui de vous parler en quelques minutes des actualités de la juridique de la data marketing. Un mot peut-être de présentation de la DMA France. Peut-être Nathalie, je t'en prie, si tu veux en quelques mots nous présenter. Si tu veux. La DMA France, c'est l'organisme de référence sur toutes les problématiques de data et de marketing en France, au service des professionnels et des institutionnels. Donc, avec pour ambition de favoriser, de développer, de promouvoir les professionnels de la data sur l'ensemble des métiers de la chaîne du marketing, de la data, du marketing et de la communication multicanale. Alors, si on a souhaité... C'est très bref, mais effectivement synthétique et concis. Mais effectivement, si on a souhaité aujourd'hui terminer cette journée en vous parlant d'actualités juridiques sur les évolutions de la data, c'est qu'il y a une actualité assez riche, des actualités qui vont aussi venir impacter l'ensemble des acteurs de notre filière, annonceurs, fournisseurs de solutions, industriels, mais aussi consommateurs. Il nous semblait important d'offrir à l'audience des chemins de l'innovation un tour d'horizon de ces grands impacts, parce qu'ils vont traduire des bouleversements importants dans leur organisation, mais aussi des évolutions profondes des usages de communication, des usages même marketing, dans, je dirais, des tendances sociétales de plus en plus fortes autour du marketing et de la consommation de l'utilisateur final. Pour ça, on a souhaité lister un certain nombre de points qui on le verra, seront tous liés entre eux et finalement convergent tous et tous vers une finalité qui nous servira de conclusion de cette intervention. Vous verrez, il y a des évolutions à la fois dans le monde du offline, mais aussi dans le monde du online. Et comme je le disais, ils vont tous converger vers une évolution profonde qui va venir nous impacter toutes et tous, aussi bien en tant que professionnels de la filière, mais aussi consommateurs final. On commence peut-être par la première grande thématique, une thématique online, c'est ça, Nathalie et Artus. Première thématique importante avec l'évolution majeure qui va avoir des impacts sur les parcours de navigation, avec l'évolution sur l'utilisation des cookies. Alors, Artus, première question, qu'est-ce qu'un cookie ? À quoi il sert ? Et qu'est-ce qui va potentiellement évoluer autour de ce cookie ? Alors un cookie, tout le monde en tant que consommateur sait ce que c'est, ou en tout cas on a une vague idée. Un cookie, c'est tout simplement un petit fichier de texte qui est déposé quand vous chargez une page web, qui est déposé au titre d'un nom de domaine. En fait, ce petit fichier texte, c'est un identifiant numérique qui permet de vous identifier à chaque fois que vous téléchargez une page. Et pourquoi c'est important d'être identifié, en tout cas pour les annonceurs? Alors, il y a d'abord des fonctionnalités techniques. Ça permet de suivre votre navigation et de vous accompagner avec votre panier d'achat, par exemple, chez les e-commerçants. Mais en fait, cet identifiant, cette identification, à chaque téléchargement de page web, ça va permettre 2 choses. Ça va permettre une première chose, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, puisqu'on va suivre les identifications, les personnes identifiées, on va pouvoir avoir une connaissance de sa navigation. Et cette connaissance, on va pouvoir l'avoir sur un site, mais il y a une deuxième fonctionnalité de ces identifiants, c'est la possibilité de matcher ces identifiants entre eux, et donc de matcher une navigation web avec la base CRM d'un annonceur. Je suis sur le site d'un e-commerçant, j'ai une navigation sans forcément aller jusqu'à la transaction. On va pouvoir me ponter jusqu'à la base CRM et dire, ben voilà, ce client qui a telles habitudes de consommation, aujourd'hui s'intéresse à la literie, aujourd'hui s'intéresse à la mode ou à l'électronique. Et donc, en termes de communication future, ça peut avoir du sens de lui pousser de la literie, de l'électronique ou de l'habillement. Donc, il y a cette connaissance et cette possibilité de matching, soit directement avec les données de l'annonceur, soit avec des données de partenaires. Et donc cet identifiant, aujourd'hui, on a des possibilités de le matcher, notamment avec un lien qu'on appelle le lien cookie email, où on va en fait rapprocher le cookie et une adresse email. Et cette
adresse email va nous servir de pivot avec un certain nombre d'autres bases de données. Et donc ça, c'est la partie connaissance. Et puis la deuxième partie aussi qui est fondamentale, c'est qu'à partir du moment où on vous identifie sur des pages web, on va pouvoir vous adresser une communication différente, différenciée. Et typiquement, pour ne citer que Criteo, qui est bien connu pour ça, le retargeting s'appuie sur la technologie cookie, majoritairement, pour dire, bah voilà, finalement, j'ai retrouvé Artus de Saint-Seine qui regardait les pages d'électronique. Il est certes sur un site tiers, mais c'est toujours le même Artus, et donc je vais lui pousser une offre de retargeting et lui proposer de venir finaliser sa commande sur l'électronique. Un cookie, c'est ça, de la connaissance et du suivi qui permet de l'activation. Donc en fait, cette technologie cookie est à la fois importante sur les parcours et l'expérience de navigation, mais aussi pour la performance des annonceurs qui l'utilisent. Et là, sur le cadre législatif et réglementaire, on va avoir un encadrement des pratiques de cookies qui va profondément bouleverser leur usage. Alors effectivement, c'est déjà le cas depuis quelques mois, puisque depuis le mois d'avril 2021, les sites sont tous censés avoir changé la façon dont ils géraient les cookies, donc à la suite des recommandations de la CNIL. Donc là, on est moins sur un texte législatif qu'une reco de la CNIL qui a évolué suite au RGPD. Vous avez tous entendu parler, bien sûr, du RGPD. La conséquence directe est un changement dans l'interprétation de la notion de consentement qui a amené la CNIL à revoir sa façon d'accepter la façon dont on pouvait consentir aux cookies. C'est-à-dire qu'on est passé d'un régime où les consommateurs pouvaient, les consommateurs, en continuant leur navigation, en ayant simplement vu une bannière les informant de la dépose du cookies, on considérait qu'ils avaient accepté ce cookies. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, donc il faut désormais avoir un bandeau sur lequel le consommateur va réellement aller faire une action positive de consentement. Donc ça, c'est quelque chose, la CNIL a changé sa reco, on a eu une action en Conseil d'État avec l'interprofession et donc l'ADMA France pour atténuer un petit peu cette recommandation qui allait au-delà des textes, on va dire. Et donc, on est sur cette recommandation, donc cette nouvelle recommandation qui est arrivée fin 2020 avec 6 mois de délai d'application, donc qui s'applique depuis avril 2021, avec une particularité quand même un petit peu spécifiquement française même, qui est que les personnes de pouvoir même s'opposer aux cookies. Donc non seulement elles doivent pouvoir consentir, mais la CNIL a ajouté le fait de pouvoir s'opposer aux cookies, ce qui n'est pas forcément simple dans la mise en œuvre. Donc une restriction assez forte de l'usage de cette technologie qui aura des impacts aussi bien sur les parcours de navigation que sur la performance même des campagnes et des communications online. Autre évolution importante avec les pixels également, qui sont très importants sur l'analyse des parcours et les balises de navigation. Un mot sur Artus, l'utilisation de ces pixels. Qu'est-ce que cette technologie et en quoi elle est essentielle à l'expérience de navigation pour l'utilisateur final? Alors là, on va parler de pixels de tracking. Alors qu'est-ce qu'un pixel de tracking? Un pixel, c'est un point dans une image. Et un pixel de tracking, c'est une image qui fait juste un point que vous avez généralement sur les emails marketing que vous recevez en boîte aux lettres. Et les outils de routage email utilisent ce pixel de tracking pour savoir qui a ouvert ou non un email marketing. Et ça, c'est fondamental pour les annonceurs, c'est fondamental pour les routeurs email, parce que c'est important de traquer le comportement des internautes et des interactions des internautes par rapport à une communication. C'est important de traquer les comportements négatifs. Évidemment, les désabonnements, c'est important de le traquer, parce que déjà, d'un point de vue légal, il faut désabonner le consommateur, mais c'est aussi important de savoir si une communication, si je reprends mon exemple, sur l'électronique a une réception favorable ou négative. Savoir si un objet d'email est bien perçu ou mal perçu. Parce que finalement, l'intérêt de l'annonceur, c'est le même intérêt que le consommateur. Si le consommateur est content, l'annonceur est content. Et donc, il est très important pour un annonceur de percevoir le degré de satisfaction d'un consommateur. Et donc, quand on envoie un email, c'est important de savoir si les consommateurs l'ouvrent ou n'ouvrent pas, savoir si l'objet a intéressé le public. Et puis, c'est intéressant de savoir s'il a cliqué dans l'email ou savoir s'il s'est désabonné. Et le pixel de tracking, sa finalité, c'est bien d'identifier les ouvreurs d'un email. Identifier les ouvreurs d'un email, ça va permettre de mesurer la satisfaction, c'est ce qui est fondamental. Et puis, ça permet aussi de mesurer la réactivité d'un internaute. Et si on perd toutes les fonctionnalités d'identification, de comportement des internautes dans de l'email marketing, on va se retrouver avec des bases de données email dont on ne saura pas si les internautes sont actifs, inactifs,
vivant, alors je suis désolé pour la terminologie, mais c'est la terminologie métier, ou mort, et finalement, il n'y a rien de pire pour un annonceur d'envoyer un email à un consommateur qui n'est pas derrière son ordinateur ou qui ne souhaite plus recevoir des communications de la marque. Donc c'est fondamental pour l'industrie de disposer de cette connaissance. Et Nathalie, ce pixel, il va disparaître, il va évoluer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va lui arriver à ce fameux pixel? C'est une très très bonne question dont on n'a pas forcément la réponse aujourd'hui. C'est un sujet de débat, un sujet qu'on a ouvert d'ailleurs avec la CNIL quand on était en discussion avec eux au sujet du régime des cookies. Justement, on en a beaucoup parlé des pixels. Le sujet est ouvert. La question est de savoir est-ce que ça va tomber sous le même régime des cookies ou pas. C'est pas spécifiquement écrit dans les textes, donc on pourrait imaginer que ça sorte. On peut imaginer plein de choses. On ne va pas rentrer forcément dans les détails techniques parce que moi je veux bien vous en parler pendant un quart d'heure sinon, mais je ne suis pas sûre qu'on ait forcément le temps. Clairement, on devrait pouvoir considérer qu'un pixel n'est pas le même régime qu'un cookies puisque on n'est pas sur une information qu'on va aller inscrire dans le terminal de l'ordinateur, ce qui est normalement la définition du traceur qui tombe sous le régime du cookies. Donc ça, c'est ma vision, c'est la vision de beaucoup. C'est celle qu'on va défendre en tout cas. C'est celle qu'on va présenter à la CNIL, absolument. Et puis, il y a quand même aussi, si je me permets d'ajouter sur ce que tu disais, Artus, en termes de délivrabilité, même l'ensemble des FAI qui bloquent des emails si les règles de délivrabilité ne sont pas respectées, même eux tiennent à ce que les pixels restent, parce que sinon, sans ça, on ne va plus pouvoir respecter les bonnes règles de délivrabilité. Il est de l'intérêt de l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est l'intérêt des annonceurs d'identifier ceux qui sont réactifs à tel ou tel message. C'est l'intérêt des routeurs email de piloter la délivrabilité et en discussion, et les discussions avec les webmails, les opérateurs de boîte mail, que ce soit Gmail, Orange, laposte.net et autres, il y a des dialogues permanents entre nous pour savoir quelles sont les communications qui ont une réception positive, celles qui ont une réception négative. Donc c'est important pour ces routeurs de disposer de cette information-là, c'est important pour les webmails de travailler en cohérence là-dessus, et puis c'est important pour le consommateur, finalement c'est lui donner la parole. Ça paraît paradoxal, mais finalement, le pixel de tracking, c'est la parole du consommateur qui explique aux annonceurs l'intérêt qu'ils ont ou non pour une communication marketing. Et sur un métier aussi axé sur la performance, aussi bien sur son analyse de campagne que parfois même sur ses modèles économiques, ce fameux pixel est essentiel et risque de bouleverser complètement les équilibres économiques de l'ensemble de la filière emailing en France. On peut difficilement imaginer de l'emailing sans pixel. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution technique qui puisse le remplacer, de toute façon. C'est clair, oui, tu as raison. Donc le chantier est ouvert, on y travaille avec d'autres organisations professionnelles, c'est vraiment un chantier essentiel pour la profession. Ouais. Autre chantier essentiel, on va parler de régimes spéciaux, alors pas de régime de retraite, mais les régimes spéciaux liés au texte e-privacy, au texte européen e-privacy, qui va avoir de nombreux impacts sur différents canaux, différents applicatifs de communication marketing. On va parler d'emails de fidélisation, on va parler d'emails de B2B et également même de télémarketing qui vont voir et faire évoluer, devoir évoluer probablement leur gestion du consentement avant toute opération de télémarketing, d'email B2B, voire d'emails de fidélisation. Un mot sur le e-privacy peut-être? Alors effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du RGPD il y a quelques années. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'on aurait dû avoir un autre texte qui aurait dû arriver en vigueur en même temps. C'était le nouvel e-privacy, disons-nous, puisqu'il y a déjà une directive e-privacy. On doit avoir une réglementation qui doit venir la remplacer, qui tarde un petit peu. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on a un petit peu de temps pour parler de délai. Enfin, toujours est-il que voilà, on l'attend et elle n'est toujours pas arrivée. Enfin, on l'attend ou pas d'ailleurs, parce que on l'attend pas beaucoup. Ouais, à la limite, on n'est pas forcément très pressé. Ce que régit e-privacy par rapport au RGPD, donc c'est toute la partie digitale. Donc, on va se référer à e-privacy qui vient se superposer au RGPD dès qu'on parle de digital. Donc, comme tu le disais, tout le régime des emails et le téléphone. Donc, l'email, ce qu'a amené e-privacy par rapport à de la prospection normale, vous savez tous qu'en prospection classique, c'est le RGPD, prospection intérêt légitime. On n'a pas besoin d'un consentement pour envoyer un courrier postal à un prospect. Ça, c'est quand même un sujet essentiel. Si on est sur de l'email, on tombe sous e-privacy qui oblige à avoir un consentement en B2C.
avec donc des dérogations sur les emails de fidélisation qui sont prévus explicitement dans ePrivacy, où on peut écrire à son propre client sans avoir son consentement. Bien entendu, on l'informe au préalable et on lui permet de s'opposer à tout moment. Bien sûr, on respecte toujours son souhait, mais on n'a pas besoin qu'il vienne cocher une case pour dire « je suis d'accord ». On considère qu'il a acheté chez nous, il est client, donc on peut lui parler. C'est assez logique. Et de même en B2B, on a une interprétation française, de la CNIL française, qui accepte que pour l'email B2B, à condition qu'on soit toujours sur un message à caractère professionnel, on n'est pas non plus besoin de ce consentement, toujours sous réserve d'information et de droit d'opposition. Donc le risque, c'est que ce nouveau texte, enfin ce texte qui est en cours de rédaction, puisse venir modifier ces régimes dérogatoires. Donc sur la fidélisation, a priori, il devrait être conservé, mais on pourrait nous rajouter peut-être un délai de conservation ou peut-être quelque chose de plus restrictif, mais en tout cas, on a quand même en tout cas, les derniers textes, les dernières versions du texte sont plutôt encourageantes sur le fait qu'on le conserve, ce qui est quand même légitime puisqu'on parle à nos clients. En B2B, effectivement, on a toujours selon les termes qui sont employés, qui sont en plus en anglais dans le projet de règlement, puis qui seront traduits en français, on pourra ou pas conserver notre exception, qui est quand même indispensable aussi en B2B. Je vois que le temps nous est compté, le temps file parce qu'effectivement les sujets sont riches et passionnants et passionnés. On va parler un peu offline quand même. On a la chance d'avoir un représentant du groupe La Poste avec Artus. Et là, il y a aussi des bouleversements très important, très fort sur la gestion de l'opt-in et même du consentement maintenant sur la filière papier, avec notamment la mise en place d'une initiative à grande échelle sur le territoire français, qui est l'initiative du WePub. Artus, le WePub, qu'est-ce que c'est? On connaissait le stop pub, on avait déjà peur du stop pub, j'ai envie de dire, nous en tant que professionnels et industriels du print. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le WePub va venir changer? Eh bien écoute, c'est très simple. Le WePub est à la boîte aux lettres ce que l'opt-in est à l'email. C'est un changement de système. Aujourd'hui, la boîte aux lettres pour l'imprimé publicitaire est sur le régime, on va dire, de l'opt-out, donc du stop pub. C'est-à-dire que par défaut, on peut vous mettre de la publicité dans votre boîte aux lettres, de la publicité non adressée dans votre boîte aux lettres. Celui qui ne le souhaite pas met un stop pub. C'est le régime français finalement qui est la doctrine française depuis longtemps sur l'ensemble des canaux ou sur un grand nombre de canaux, de la même façon que sur le télémarketing, et on a parlé des exceptions françaises. L'exception française sur le télémarketing, et je reviens un petit peu sur le sujet de tout à l'heure, c'est de dire on peut faire du télémarketing sans opt-in. Néanmoins, il y a la liste d'opposition au démarchage téléphonique et qui fonctionne très bien. Malgré ce qu'il en est dit, elle est appliquée par les vrais professionnels. Et donc, les sanctions, s'il devait y en avoir, ce n'est pas sur les acteurs du marché, les professionnels du marché, mais c'est sur le marché gris. Et c'est cela qu'il faut travailler sur d'autres sujets que la liste d'opposition, parce que tous les professionnels du marché, et je pense qu'on peut tous en témoigner, y adhèrent et la pratiquent. Et donc, on est sur le régime de l'opposition. De la même façon, la boîte aux lettres, aujourd'hui, on est sur le régime de l'opposition. Le WePub, c'est l'inverse. C'est de dire... Par défaut, on ne peut pas vous mettre de la publicité dans les boîtes aux lettres. Ça veut dire que par défaut, le magasin de pizza en livraison qui s'installe en bas de chez toi ne va pas pouvoir te mettre des prospectus pour dire qu'il existe, pour dire qu'il s'est créé. C'est fini, il va falloir qu'il le fasse qu'aux boîtes aux lettres pour lesquelles il y aurait un autocollant autorisant le dépôt d'imprimés publicitaires. Et c'est un bouleversement très profond sur l'ensemble de la chaîne et l'ensemble de la filière, puisque évidemment ça nécessite de revoir complètement la gestion de la donnée, passant d'une donnée qui était principalement liée à la géolocalisation des cibles vers une donnée adressée, vers également une donnée ciblée. Donc ça veut dire s'équiper en CRM, avoir des coûts de distribution tout à fait différents, puisqu'évidemment, il y a deux réseaux de distribution, un réseau de distribution imprimé publicitaire qui va être touché par le WePub et un réseau de distribution adressé qui ne le sera pas. Donc de gros bouleversements sur l'ensemble de la filière à prévoir. Un mot peut-être sur le calendrier de déploiement de cette initiative. On rappelle que ça n'est qu'une initiative pour l'instant, mais qui est malgré tout en phase de déploiement à grande échelle. On parle
probablement de 10% du territoire français concerné par la mise en place de ce WePub. Oui, c'est une initiative, mais effectivement, comme tu le dis, à grande échelle, puisque c'est la loi climat qui a instauré cette expérimentation cet été, ça a été adopté cet été. Donc ça veut dire qu'on a 15 collectivités, quand on dit collectivité, c'est à grande échelle, qui sont en train donc de postuler, c'est un appel à candidature pour faire partie de cette expérimentation sans pouvoir dépasser effectivement 10% de la population française. 10% de la population française, c'est quand même, voilà, on n'est pas sur des petites proportions. Et donc, là, les choix vont se faire prochainement. On sera sur un déploiement, effectivement, en 2022. Avec aussi, tu faisais le comparatif avec le courrier postal ou avec l'email, l'opt-in email, avec quand même une différence notable, c'est que le WePub, on affiche sur sa boîte aux lettres, au vu de tous, qu'on veut recevoir. C'est quand même très différent en termes d'intimité et de respect de la vie privée, je trouve. Mais ça, c'est un avis personnel, peut-être. Et puis avec un aspect qui est très très important pour la filière, et pas que pour la filière, mais pour l'ensemble des annonceurs qui s'appuient sur ce média qui est une performance incroyable, c'est que finalement, dans les multiples bénéfices de l'imprimé publicitaire, et notamment son accessibilité pour un certain nombre de petits annonceurs, et j'insiste sur ce côté petit annonceur, je prenais l'exemple de la pizzeria de quartier, parce que c'est un vrai exemple, et c'est le seul canal de communication qu'ils ont. Interroger vos voisins qui pratiquent ce métier-là, c'est le seul outil qui leur permet de faire des ventes en livraison qui leur soient accessibles et qui fonctionnent. Ils savent très bien que quand ils font une campagne, ils ont des commandes pendant 15 jours. Quand ils arrêtent, ça s'arrête. Et c'est comme ça qu'ils font vivre leur commerce. Et donc, si on arrête de faire vivre leur commerce. Et je disais, dans les multiples avantages de l'imprimé publicitaire, il y en a deux qui sont fondamentaux. Le premier, c'est sa quasi-exhaustivité. C'est-à-dire que vous avez un commerce, vous souhaitez cibler une zone de chalandise, vous arrivez à toucher une majorité de ces boîtes aux lettres. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est le coût contact de l'imprimé publicitaire qui est très bas, parce qu'en fait, vous avez un support qui ne vous coûte pas très très cher, grâce à la filière numérique qui arrive aujourd'hui à faire des impressions très abordables pour ces acteurs-là. Et puis, vous avez un coût de distribution qui est assez marginal, parce que quand vous êtes notamment sur de l'habitat vertical, vous avez des distributeurs qui arrivent à distribuer beaucoup en peu de temps. Si vous arrivez sur le WePub, vous tuez ces deux avantages. Le premier avantage, c'est que vous perdez l'exhaustivité de la zone de chalandise. On estime, on attend les résultats du test, mais que ça va fondre comme neige au soleil. Je préfère même pas envisager les chiffres. Avec des impacts très forts sur les emplois des distributeurs d'imprimés publicitaires. On parle de milliers d'emplois, je crois. On parle de dizaines de milliers d'emplois directs. Les distributeurs, toutes les sociétés, les deux principales sociétés françaises que sont Mediapost et Adrexo sur la distribution de ces imprimés publicitaires, sans parler de toutes les sociétés locales qui sont sur ce marché-là, qu'il ne faut pas négliger non plus. Il ne faut pas oublier aussi qu'en termes d'emploi, on est sur des emplois peu qualifiés. Ce sont les emplois les plus précieux en France, parce que des emplois qualifiés, on cherche du monde. En revanche, des personnes peu qualifiées, il y a très peu d'emplois, et donc ces emplois-là sont très précieux pour l'économie française. De même que sur le télémarketing, on parlait de l'impact sur le télémarketing et du régime spécifique sur le télémarketing. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois en France, je ne parle même pas du offshore, direct. Et je ne parle pas des emplois indirects, puisqu'on a aussi des industries qui ne s'appuient que sur le télémarketing, comme pour l'imprimé publicitaire. Absolument. Peut-être un mot rapide de conclusion. Ce que je retiens, c'est que l'ensemble des dispositifs, ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'à la fois dans le monde de online, dans le monde du pure player web avec les cookies ou les pixels, comme dans le monde du offline, on sent bien que toutes ces réglementations, toutes ces évolutions convergent vers une évolution sociétale, une évolution de conscience de l'importance de la data pour les consommateurs, mais avec des impacts et des bouleversements très forts dans les organisations et les équilibres économiques actuels. Nathalie ? Alors effectivement, c'est vrai que toutes ces décisions sont prises sous une impulsion de vouloir quelque part réduire un peu la consommation. Je pense qu'on peut le dire, c'est quand même au final, je pense, l'objectif principal. On va au-delà de la data finalement, alors que finalement, on est sur des médias qui vont permettre aux consommateurs d'avoir du choix, qui vont lui permettre, qui déjà aujourd'hui lui permettent d'être informé de tout ce qu'on fait, qui lui permettent de choisir, de recevoir ou pas les communications. Donc, je passe persuadée qu'il y a un besoin d'aller durcir encore toutes ces positions et ce ne sera pas forcément au bénéfice du consommateur. Artus ?
Il y a une conviction qui est quand même très forte, c'est que l'intérêt des annonceurs, c'est de répondre aux attentes des consommateurs. Et dans toutes les interactions que j'ai avec les annonceurs, et qui sont nombreuses, la préoccupation sociale, sociétale, RSE, le respect de la relation avec le consommateur, elle est au cœur de nos échanges. J'en veux pour preuve que tous mes annonceurs passent d'approches très promotionnelles à des approches relationnelles dans lesquelles ils vont mettre du promotionnel. Le respect du consommateur, la création d'une relation, c'est au cœur de toutes leurs préoccupations. Et d'ailleurs, le buzzword en marketing en ce moment, c'est plus l'expérience produit, c'est l'expérience client. Et on est tous autour de l'expérience client et comment on fait vivre une bonne expérience, comment on crée une bonne relation entre le consommateur et la marque. Donc, on va tous dans le même sens, que ce soit le consommateur ou les marques, on va tous dans le même sens et les marques ont à cœur de créer une relation équilibrée et un dialogue avec les consommateurs. Et donc, ce respect-là, il est natif. Ça, c'est le premier point. En revanche, ce que l'on constate, ce que l'on voit, et on peut même être amené à s'interroger sur qui pousse l'écriture de ces lois. Quels sont les lobbies qui poussent l'écriture de ces lois? Parce qu'elles vont toutes un peu dans le même sens. Et elles sont toutes favorables un peu au même. Le principe, on le sait, on a parlé de data, on a beaucoup parlé de data. La connaissance, c'est le pouvoir. La data, elle est au cœur des stratégies des entreprises. Et celui qui détient la data est celui qui va réussir et celui qui va gagner. Et aujourd'hui, on est en train de déposséder les annonceurs de cette data. On est en train de déposséder les annonceurs du contact direct avec les consommateurs. Et les industriels qui commençaient à initier des approches, on dit direct to consumer, des approches directes avec les consommateurs, là où elles étaient intermédiées par les retailers, aujourd'hui, le digital permet de créer cette interaction entre le consommateur et les industriels. Aujourd'hui, un paravent est à nouveau mis entre eux et les consommateurs. Ce paravent, il n'est pas porté par les retailers, il est porté par les GAFA, qui, via ce qu'on appelle des walled gardens, excusez-moi pour l'anglicisme, mais qui sont des écosystèmes digitaux sur lesquels l'identification est de mise. On a l'écosystème Facebook, l'écosystème Google, l'écosystème Apple, qui s'approprient l'identification et qui font un paravent entre la marque et son consommateur. Et à l'inverse de notre industrie, et là je salue vraiment l'effort de toute notre industrie a à cœur d'apporter aux annonceurs des solutions qui leur permettront de créer ce dialogue et de garder la valeur. Là où les GAFA, eux, ont une approche où ils internalisent les choses et captent la valeur et captent la relation avec le consommateur. Et je pense que le combat, et pour les consommateurs et pour nous, industriels, et pour les annonceurs, c'est bien celui-là, c'est de pouvoir garder cette relation directe et de ne pas se faire voler, capter cette relation entre le consommateur et l'annonceur. Bien, merci à tous les deux. Merci pour cet éclairage sur les évolutions réglementaires. On a bien vu qu'il y avait beaucoup d'enjeux, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux et des enjeux de souveraineté, comme tu viens de le préciser, Artus. Des enjeux autour desquels la DMA France et comme médias seront bien sûr mobilisés au bénéfice de l'ensemble des membres et de la filière. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.